Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK américain et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste. C'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry. Mais on n'est pas toute seule. Non, on n'est plus trop tout seul en ce moment. C'est une bonne chose. Alors on est avec qui, Fanny? Alors aujourd'hui on est avec Florian Safer, qui est diététicien formé en psychologie comportementale. Donc Florian en fait il fait des consultations individuelles à Bourgoin-Jallieu. Il est avec nous aujourd'hui par ordinateur interposé. Malheureusement, on aurait bien aimé l'avoir avec nous et puis boire un match de rugby directement. Donc lui, voilà, il fait de la consultation individuelle à Bourgoin-Jallieu. Il a un cabinet, il fait aussi de la visio, des consultants visio. Et puis, principalement, il fait des formations pour les professionnels de santé, qui sont menées par lui-même et puis par d'autres professionnels tels des diététiciens, des hypnothérapeutes, des psychologues. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu... on est vraiment content de l'avoir avec nous aujourd'hui, c'est chouette. Bonjour Florian. Bonjour, c'est moi qui suis content de cette invitation qui m'honore. Je suis heureux de partager un peu de temps avec vous. J'ai vu sur votre site qu'un des principes pour vous, c'est le ACT. Est-ce que vous pouvez me parler rapidement de ça, s'il vous plaît? Alors, ACT, c'est un acronyme alors, je vais le faire avec mon accent de français. Bien sûr. Acceptance and Commitment Therapy. C'est en fait, en français, on va appeler ça la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et généralement, quand on a dit ça, on n'y voit pas bien plus clair. C'est une forme de psychologie, de thérapie comportementale qui va être basée sur l'engagement, c'est-à-dire s'engager vers des choses qui comptent pour nous, tout en développant suffisamment de flexibilité pour pouvoir faire face à nos obstacles intérieurs, notamment nos émotions, nos peurs ou nos pensées. Donc, c'est vraiment une thérapie qui est comportementale, qui est basée sur le fait de s'engager dans des actions qui vont avoir du sens pour nous. Voilà. Et c'est basé sur le modèle de la flexibilité, c'est-à-dire comment on va pouvoir développer des compétences pour pouvoir mieux gérer nos émotions, mieux clarifier ce qui compte pour nous engager. Donc j'ai entendu acceptance, donc j'accepte un peu qui je suis, et j'imagine donc le sujet d'aujourd'hui qu'on voulait aborder avec vous, c'est cette idée de relation avec notre image, avec notre corps, et j'imagine ça démarre avec l'acceptation. Alors l'acceptation, en fait, c'est intéressant parce que je crois que d'ailleurs, d'un point de vue, c'est très conceptuel le mot acceptation, et peut-être d'ailleurs que la manière, le sens qu'on peut trouver dans le mot anglo-saxon n'est pas tout à fait le même. La traduction en fait en français est un peu compliquée parce que quelque part dans l'acceptation, c'est un peu un mot en français qui peut être un peu conceptuel et qui veut pas dire grand-chose. Donc accepter, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est être tout le temps bien? Est-ce que c'est de se trouver beau tout le temps? Est-ce que c'est se trouver magnifique? C'est pas vraiment comme ça qu'on l'entend. C'est plutôt en gros faire la paix avec notre ressenti, c'est-à-dire être OK avec ce qu'on est, même si on n'est pas même si ce qu'on est peut nous faire vivre des émotions désagréables. C'est plutôt retirer la part de lutte, en fait. C'est plutôt là-dessus qu'on va travailler. C'est pas forcément se trouver parfait et beau, parce que ça devient encore une nouvelle injonction, l'acceptation, quelque part dans nos sociétés. Acceptez-vous tel que vous êtes, et puis on va voir ça en première page d'une revue féminine, et puis dans la page suivante, on va avoir des menus de régime, Donc c'est encore des concepts, c'est encore des dictats, c'est plutôt se foutre la paix, c'est un peu ça. Donc j'entends que accepter, ça veut dire pas bagarrer en fait avec son corps, c'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça, c'est stopper la bagarre contre nous, c'est d'être OK avec ce qu'on a, même si ce qu'on a n'est pas ce qu'on aimerait. Oui, j'imagine que souvent la première réaction des gens quand tu leur parles de ça, c'est en fait accepter, c'est un peu baisser les bras, non? Ouais, alors ça pourrait être plutôt se résigner. Et puis, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, on va plutôt agir. Donc, on va plutôt développer des compétences, et puis ça va être une sorte de fil conducteur, mais qui n'est pas abordé. C'est pas un rendez-vous, ça ressemble jamais à bon, maintenant, il va falloir s'accepter. Ça ressemble pas vraiment à ça. Ça va être vraiment comment on va pouvoir, dans le projet du patient, qui est souvent d'ailleurs un projet de gestion de son poids, en cabinet libéral ou de troubles des conduites alimentaires. Moi, j'ai à peu près 30% de mes patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires sévères. Et on voit à quel point le rapport à leur image est compliqué. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse développer des compétences qui vont leur permettre de moins se bagarrer avec ça, parce que pendant que je me bagarre, en fait, je n'agis pas vers ce qui compte. Pendant que je suis focalisé, par exemple, sur compter mes calories ou
les chiffres sur la balance, toute cette énergie, elle n'est pas investie pour le vivant, quoi. Elle n'est pas investie pour la vie, quoi. Donc c'est plutôt travailler un peu en fond. Puis c'est un peu l'inverse de la résignation. Pour revenir à ce que tu disais, c'est pas du tout de la résignation. C'est vraiment, nous, ce qui est central, c'est comment on va pouvoir retrouver notre liberté pour agir, quoi. C'est même l'inverse de la résignation. La résignation, c'est un processus, c'est plutôt de l'impuissance. Nous, on est vraiment dans l'inverse de ça, quoi. Donc, le deuxième partie, c'est commitment. Et commitment, c'est OK, je vais faire quelque chose pour aller dans la bonne direction. Je C'est ça. m'engage et je prends l'acte. C'est quelque chose que j'ai entendu, une action. Donc, en fait, j'avais deux questions. Est-ce que c'est parfois dangereux de prendre une action, de dire OK, j'y vais dans cette direction, mais parfois choisir la mauvaise direction? Et la deuxième, c'est, on va dire, comment prendre une action qui va vers une acceptation de mon corps. Parce que prendre une action pour manger moins, c'est plutôt facile, je mange moins. Mais prendre une action, pour faire une action pour faire en sorte que j'accepte mon corps, c'est quand même plus difficile, c'est plus vague, on va dire. Ouais. Je préfère l'engagement, commitment est le plus important pour moi que finalement la notion d'acceptation. Le plus important, finalement, moi je résume en fait le travail que je fais à 3 axes qui permettent souvent de bien comprendre. Le premier axe, c'est de se reconnecter avec soi, de rentrer en connexion avec soi, de rentrer en connexion notamment avec nos besoins, avec nos envies, avec nos sensations, notamment nos sensations alimentaires, mais pas que, aussi nos besoins de repos, par exemple, nos besoins de mouvement, se reconnecter en fait au vivant en nous, ça c'est déjà un premier axe. Le deuxième axe, ça va être s'engager, effectivement, s'engager pour le corps. S'engager pour le corps, ça va être agir non plus pour des contraintes, pour le contrôler, mais agir pour prendre soin de lui. Prendre soin de lui dans plein de sphères, hein. Ça peut être prendre soin de lui dans la manière de se nourrir, prendre soin de lui dans la manière de le mettre en mouvement, prendre soin de lui dans la manière de l'habiller, prendre soin de lui dans la manière de le soigner, mais aussi de le reposer, par exemple. Et puis le troisième axe, ça va être se libérer, et se libérer, effectivement, c'est faire la paix avec nos émotions, comme la peur. Par exemple, la peur, c'est une émotion terrible. Nombre de personnes qui n'osent pas, par exemple, aller à la piscine parce qu'elles vont exposer leur corps. Et puis aussi de faire la paix avec nos pensées, prendre de la distance par rapport à nos pensées, parce que finalement, notre ennemi, voilà, finalement, nos obstacles à l'engagement, ils ne sont pas à l'extérieur de nous. On construit nos propres prisons avec nos pensées. Et c'est comment on va pouvoir dépasser un petit peu ça. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair d'aborder ça là, sous ces 3 angles-là, sous ces 3 axes-là, finalement, qu'on va entraîner. Et finalement, on les entraîne un petit peu en même temps, quoi. Tu évoquais en fait l'histoire du bon choix, quoi, la bonne direction, mais en fait, moi je suis plutôt dans l'idée que c'est empirique, c'est-à-dire qu'on va expérimenter des choses et puis on va regarder comment ça marche. Pour moi, la vie est une expérience à vivre, c'est pas un problème à résoudre. Donc, même si j'ai pas fait le bon choix, de toute façon, genre, rien n'est figé. Rien n'est figé. Sinon, si on était omnibulé par faire le bon choix, ça serait compliqué parce que quand tu t'engages dans une relation de couple, est-ce que ça va être la bonne personne? Est-ce qu'on s'engage dans une activité physique? Est-ce qu'elle va nous plaire? Est-ce qu'on, quand on va voir un film, est-ce qu'il va nous plaire? On fait nos expériences, on vit et puis on regarde ce qui se passe et on se réajuste, quoi. J'ai l'impression que ça te fait parler. Bah oui, non, mais l'expression là que tu as dit, Florian, c'est top, quoi. La vie est une expérience à vivre, pas un problème à résoudre, c'est énorme. J'adore. Ouais, alors je vais rendre à César ce qui appartient à César. En fait, un jour, je partageais une difficulté sur Facebook et c'est une de mes amies que tu connais certainement, Fanny, qui s'appelle Yasmine Liénard, qui est psychiatre, donc que j'aime beaucoup et qui un jour m'avait simplement mis ça en commentaire de mes difficultés. Et j'avais trouvé ça très beau et très finalement Ça cohérent avec ma résume, manière de travailler. ça résume beaucoup de choses, effectivement. C'est marrant parce que en ce moment, je suis dans une longue période, on va dire, de perte de poids progressive. Mais ça fait longtemps maintenant. Ça fait 1 an et demi que je suis sur ce chemin. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'en ce moment, je commence à questionner, pas dans un sens négatif, pourquoi j'ai fait ça, mais de dire, oui, en fait, dans un sens, pourquoi j'ai fait ça aussi. Parce que là, j'avais dit tout au début, tiens, j'ai un objectif de 100 kilos. Et maintenant, je me rends compte que, en fait, l'objectif de 100 kilos, est-ce que c'est vraiment important par rapport à comment je sens aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses qui changent, je me sens mieux, mais en même temps, il y a le poids qui bouge pas tellement. Et en fait, donc, je suis dans une phase où cette idée, donc je reviens sur la relation de mon corps. En fait, parfois, je suis très content avec mon corps parce que je dis, ah oui, j'ai 15-16 kilos de moins que j'avais avant. Et en même temps, je regarde dans la glace d'autres moments, je suis toujours un peu fâché avec parce que je dis, attends, je suis en gros pick-up quand même, hein, donc j'ai toujours pas mal d'estomac et tout ça qui reste. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir ces deux visions de moi-même? Un vision où je dis, ah tiens, je suis pas mal, je suis bien, et une autre vision qui dit, attends, j'ai tout un chemin à faire.
Ouais, alors en fait, Thierry, ça, pour moi, ce qui me vient, c'est que il y a vraiment de nouveau ces trois axes, quoi. Parce que quelque part, l'histoire de se reconnecter, c'est quand tu évoques, bah, par moment, je suis bien avec mon corps. Et ça peut pas se passer, se reconnecter, en fait, finalement, ça peut pas être quelque chose avec des chiffres. Parce que la balance, elle te dit jamais comment tu te sens dans ton corps. C'est qu'un chiffre, finalement, la balance, il n'y a pas de connexion. D'ailleurs, dans un monde où les balances n'existeraient pas, ça serait formidable, parce qu'on arrêterait peut-être de fonctionner avec des trucs très mentaux, comme des trucs très symboliques. Tiens, j'ai trois chiffres, il faudrait que je sois en dessous. On se focaliserait peut-être davantage sur comment on se sent dans notre corps. Et ça, la balance ne nous le dit jamais. Donc, c'est un outil pour mesurer la masse, mais qui n'est pas un outil pour mesurer très fiable, pour mesurer le ressenti et la relation qu'on a avec notre image. Donc, c'est intéressant déjà de voir que notre mental, souvent, il va faire des règles comme pour toi, ça serait mieux que tu sois à tel poids ou blablabla. Et du coup, qui va nous couper en fait de la connexion avec comment on se sent. Et puis, c'est extrêmement intéressant. Puis après, il y a comment on agit sur le poids. Est-ce que j'agis sur le poids comme une manière de prendre soin de moi? Donc, généralement, si c'est prendre soin de soi, ça va plutôt générer des émotions positives. On aura le sentiment de bien avoir fait notre job, on va avoir le sentiment de cohérence, on va avoir un sentiment de vitalité. Et ça, c'est toujours OK. Et puis, est-ce que pour passer en dessous d'un certain poids, je dois commencer à me bagarrer avec moi-même, me bagarrer peut-être avec mes besoins de base, comme mon besoin de faim, ma faim tout simplement, mes besoins physiologiques, mes besoins émotionnels. Peut-être que le jeu en veut pas la chandelle, quoi. Et puis la troisième chose, c'est est-ce que c'est normal quand on se regarde dans la glace de ne pas se trouver magnifique? Eh ben, je vais vous proposer une expérience virtuelle. Je vais vous proposer une expérience virtuelle à tous les auditeurs du podcast. Vous allez simplement vous imaginer là chez vous et nu, vous allez vous mettre nu chez vous. C'est juste mental, vous pouvez le faire dans la vraie vie, bien sûr. Ça peut même donner le ton de la soirée. Et, en tout cas, vous pouvez vous imaginer nu chez vous. Et puis, vous regardez dans un miroir pendant 3 minutes. Vraiment 3 minutes. Et c'est long, 3 minutes, en fait. Et c'est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce qui se passe dans un processus normal d'être humain? Est-ce qu'un être humain se dit waouh, bon sang, qu'est-ce que je suis musclé, qu'est-ce que j'ai des beaux genoux? Est-ce qu'une nana se dit ah mon Dieu, ma poitrine est magnifique, est-ce que je vieillis bien? Ou est-ce que c'est plutôt des critiques et des jugements qui apparaissent? Qu'est-ce qui est humain là-dedans? Je ne sais pas. Hein. Moi, quand j'ai posé cet exercice, j'ai dû le faire, je ne sais pas, peut-être à 2000 personnes en tout. Je le fais systématiquement à mes étudiants à la fac, je le fais souvent dans mes formations. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'il y a même cet exercice même mental, de s'imaginer nu devant son miroir pendant 3 minutes. C'est tellement violent pour certaines personnes que j'ai beaucoup de personnes, même des professionnels qui viennent aux formations, qui mettent fin à l'exercice tellement c'est dur pour eux. Donc peut-être que c'est aussi normal, quoi. Et peut-être que faire la paix avec ça, c'est aussi de se dire, ouais, c'est normal de ne pas se trouver magnifique, c'est normal d'aller regarder les petits bourrelets qu'on a, c'est normal d'aller regarder, moi, quand je me regarde dans la glace en ce moment, je regarde ma calvitie naissante, et puis je regarde tous ces trucs-là. Et donc, en fait, notre cerveau, il est aussi focalisé sur regarder ce qui ne va pas. Et ça génère des émotions pas cool. Et je veux dire, c'est ça aussi se foutre la paix, c'est de considérer que c'est normal, ça. Considérer qu'il n'y a pas besoin de lutter contre ça, qu'on peut juste faire un peu de la place et pour trouver un peu de liberté là-dedans, quoi. Je ne sais pas si ma réponse est claire. J'espère qu'elle l'est en tout cas. Oui. Ah oui, c'est carrément inspirant et effectivement, immédiatement, en tout cas pour ma part, tu parles de l'exercice, je le fais en même temps que tu parles, donc il faudrait que je le fasse de manière plus posée, mais c'est clair, c'est très clair. Il y a tout de suite les jugements qui arrivent et effectivement, en fait, peut-être juste accepter que c'est normal, ça permet de se libérer un peu, quoi. Normaliser le ressenti, normaliser le ressenti, c'est une étape qui est vraiment importante, de se dire c'est une expérience. Moi, j'aime bien te parler d'une chercheuse qui s'appelle Christine Neff, qui travaille sur la compassion pour soi. Et Christine, elle nous apprend quelque chose d'extrêmement important, c'est que finalement, dans la compassion pour soi, ça portait finalement un regard doux sur soi. Et quelque chose qui est important, c'est de pouvoir reconnaître dans notre détresse quelque chose d'universel. Et donc ça peut être important la prochaine fois que vous jugez durement sur votre physique, de se dire, là, je vis une expérience d'être humain. Je reprends d'autres exemples. Quand on va à la plage, on fait quoi? On se compare aux autres corps. Et qu'est-ce qui se passe? On se compare aux corps qui sont souvent mieux que nous. Donc moi, je me compare aux hommes vachement musclés, puis qui n'ont pas de gras. Je me dis, putain, lui, il a 40 piges, il n'a pas de gras sur le ventre et tout. Et généralement, ça me fait un peu souffrir. Mais quand je me compare à des gens qui sont plus, par exemple, qui ont un corps moins agréable que le mien, qui sont plus gras, qui sont plus petits, qui sont plus chauves, ça ne me rend pas heureux pour autant. Mais en même temps, c'est des processus normaux. Et peut-être que juste déjà d'en prendre conscience et de se dire, ouais, je fais un truc d'être humain, c'est me comparer, et pas rentrer là-dedans.
c'est aussi ça, c'est de pouvoir se dire, j'en ai conscience, c'est humain, c'est normal, et c'est bon, quoi, je me fiche la paix un peu avec ça, quoi. C'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui passent par la tête là. Donc en fait, il y a une chose, Fanny, en consultation tout au début, il y avait un moment où j'avais des difficultés. Et tu m'as dit, bah, ok, mais il faut t'asseoir. Tu m'as conseillé de m'asseoir un peu dans les difficultés, dans les sentiments un peu négatifs que j'avais. Et en fait, j'ai fuyé ça, mais bien sûr, j'ai fuyé ça. Mais qui veut s'asseoir dans des émotions négatives? Mais aussi, je comprends l'idée, c'est que, ok, je dédramatise les choses et que j'accepte aussi que c'est qu'une émotion et que ça va pas forcément avoir emprise sur moi. C'est exactement ça, en fait, c'est un peu comme, c'est pas aimer, c'est important ce que tu évoques, c'est-à-dire c'est pas agréable d'être en lien Ah avec des non. trucs pas cool, quoi. À moins qu'on soit maso, normalement, on n'aime pas ça, nous les êtres humains. C'est pour ça qu'on a tendance à le fuir et, euh, et essayer de contrôler ça. Et puis, et en même temps, c'est un petit peu l'analogie qu'on peut faire, c'est un petit peu comme, je sais pas si c'est pareil euh, en Amérique du Nord, mais ici en France, on est tout le temps en train de critiquer la météo. Donc, quand il pleut, on critique la pluie. D'ailleurs, on a commencé un peu en off tout à l'heure. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a critiqué mutuellement la météo euh, chez vous et chez moi. Et donc, souvent, quand on vient critiquer la météo, par exemple, il y a de la pluie, du brouillard, c'est dégueulasse. Quand on vient critiquer ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste encore plus se fatiguer. On vient rajouter encore un espèce de truc en plus. Et c'est ça, en fait, qu'on a de la marge. C'est pas d'arrêter de critiquer qui va faire venir le beau temps, mais c'est au moins de se dire, pendant que je suis dans le commentaire et que je suis embarqué à dire, ah, fait chier, il pleut, j'aime pas la pluie, gna gna. En fait, on n'est pas en train déjà, on est en train de s'épuiser à faire ça. Et puis en plus, on n'est pas en train d'agir. Peut-être qu'on va prendre un parapluie, aller faire notre balade comme on avait prévu, quoi. Et c'est là, en fait, retirer la lutte. C'est ça l'acceptation. C'est pas de changer les choses, c'est juste de faire la paix avec, même si elles sont pas super cool, quoi. Oui, de prendre les choses comme elles sont, en fait, vraiment de la manière la plus simple possible. C'est comme ça, j'accepte, mais pas sans être dans dans ce je baisse les bras. Mais voilà, je prends ce qu'il y a à prendre dans toute situation au final, non? Ouais, puis c'est aussi être OK que ça fait chier, mais que c'est voilà, on va pas passer des heures à commenter ça, quoi. On va pas passer des heures à commenter ça. Moi, ça me fait chier de vieillir, ça me fait chier de voir que j'ai des parties de mon corps qui vont pas bien. Et puis c'est OK, quelque part, c'est aussi être OK avec le fait de pas être OK. On peut le voir comme ça parce que sinon, on est encore coincé par. C'est un truc un peu conceptuel, il suffit d'être OK, puis que toutes les choses, tout va aller bien. C'est ça, on peut mettre de l'acceptation, finalement, du lâcher prise de partout. C'est de se dire, ben ouais, je suis OK avec le fait de pas être OK. Donc je sais pas si ça vous parle, cette histoire aussi d'être OK avec le fait de pas être OK. Je reviens un peu sur cette idée de critiquer, et en fait, sorry, but c'est assez français, en fait. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose. Parce que moi, aux États-Unis, nous, on a tendance de rien dire, en fait. En fait, on veut pas imposer sur les autres personnes, on veut être gentil, en fait. Moi, je viens du Sud aussi. Donc, c'est un peu the Southern Hospitality. On va jamais dire un truc négatif d'un quelqu'un d'autre. Et aussi, moi, j'ai fait beaucoup de sport ici en France. J'ai fait du foot américain et du rugby. Et en fait, ils disaient toujours les gros. Et je disais, au début, j'ai disais, eh oh, c'est pas gentil quand même de dire les Ouais, gros, les avants. Il y a ouais. toujours des mecs costauds et on dit les gros comme ça. Et je trouvais ça assez, avec un peu de recul, assez sympa parce qu'on ne dirait jamais en anglais the fatties, the fat guys, un truc comme ça. C'est impossible. Mais en France, on a la capacité de critiquer, mais plutôt parfois, normalement, c'est dans un sens un peu de bienveillance. C'est-à-dire, hey, t'as pas pris un peu de poids, ou qu'est-ce qui se passe, ou de mettre le doigt, ou parfois ça fait mal, mais aussi de dire à l'autre personne, attention, parce que là, tu peux très facilement dire à quelqu'un en français, bah, là, tu fais n'importe quoi. Et je trouve ça bien, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas aux États-Unis. Donc, je dirais que c'est plutôt quelque chose à garder, parce qu'en fait, ça montre un sort de bienveillance, un sort de, tiens, je fais attention à toi, je te regarde, et j'ai envie que tu vas bien. Ou aux États-Unis, je trouve que ça manque parce que je te laisse faire ce que tu veux. Ouais, ouais, alors c'est intéressant parce que du coup, je pense, alors tu prenais l'exemple du rugby, alors c'est intéressant parce que quand même, moi qui connais bien le monde du rugby pour y avoir travaillé pas mal d'années, le terme gros, il est affectueux dans le terme du rugby. Mm, Gros, c'est plutôt exact. positif, c'est les gros, c'est voilà, c'est les piliers, etc. Et il n'y a pas un côté grossophobe en fait à ça, il n'y a pas du tout un côté Ouais. grossophobe, il y a un côté sympa, et euh, je sais pas, j'ai pas d'équivalent en américain ce qui pourrait être utilisé comme expression, mais c'est plutôt sympa. Ce qu'on sait quand même, c'est quand même, on sait par exemple, si on regarde les travaux sur l'image corporelle des Françaises, j'ai pas de travaux sur les hommes, mais en tout cas, les femmes françaises sont celles qui critiquent le plus leur corps et qui le font en activité de groupe. Donc ça, c'est assez caractéristique, c'est-à-dire qu'en France,
Le body bashing, c'est quelque chose qui est très présent. C'est-à-dire que souvent, les femmes, quand elles se réunissent, c'est très, très français, elles vont tout de suite parler de ce qu'elles n'aiment pas sur leur corps. Ouais, j'ai pris du poids, gna gna, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et on a montré que les Françaises étaient celles qui étaient les plus minces d'Europe quand même, hein, et qui étaient les plus insatisfaites de leur corps. Donc c'est quand même Hmm. intéressant. Et puis après, moi, ce qui me vient dans ce que tu évoques, c'est l'histoire de la bienveillance. La bienveillance, pour moi, c'est vouloir le bien. Donc, est-ce que quelqu'un qui est en train de prendre du poids, elle lui dira ah, c'est OK, t'es beau comme tu es. Est-ce que c'est aussi lui vouloir le bien ou est-ce que des fois lui vouloir le bien, c'est aussi de lui dire hey, moi en tant que professionnel de santé, si je vois un patient qui est dans une phase où il prend du poids, je ne vais pas lui dire c'est OK, je vais lui dire il y a un problème quand même, mais on va aborder ce problème de manière posée et calme, mais il y a quand même un problème. Ça ne va pas. Et c'est ça aussi, à mon avis, la bienveillance. La bienveillance, c'est pas être mou, c'est pas tout le temps être agréable envers les autres, c'est vouloir le bien. Hein. Oui. C'est vouloir le bien avant tout. Hein. Et peut-être c'est ce qui manque, peut-être effectivement, ce qui nous surprend beaucoup, nous les Français, quand on va aux États-Unis, c'est que c'est tout juste ah Florian, je suis vraiment, c'est formidable ce que tu fais. C'est tout le temps des trucs hyper hyper positifs. À mon avis, c'est quand même assez agréable pour nous les Européens. En tout cas, moi je trouve ça hyper renforçant. Ça peut peut-être manquer des fois de côté, on va dire les choses peut-être certainement. Oui, en fait, ça me fait penser à la dernière fois que je suis allé aux États-Unis. J'étais avec un ami et en fait, il avait un pick-up flambant neuf et tout. Donc, j'avais pas de voiture, bien sûr. Et je demandais est-ce qu'il pouvait me poser quelque part. Et en fait, j'ai ouvert la voiture, pardon, j'ai ouvert la porte et il y a plein de sacs de McDo et Burger King et Wendy's et Taco Bell et tout ça qui tombaient donc dans ce camion flambant neuf. Et je dis, oh, ok, bon, j'ai rien dit parce que, bon, on dit rien. Et en fait, 3 jours plus tard, et en fait, c'est à moi, j'ai tout nettoyé pour que je puisse m'asseoir. Et 3 jours plus tard, en fait, la même chose arrive. Il me ramène quelque part, j'ouvre la porte et même chose. Et après un moment, je dis, bah, en fait, c'était mon côté, maintenant, après 20 ans en France, je deviens un peu français quand même. Et c'est là où j'ai dit, bah, hey Dave, comment, what's going on? Pourquoi ça fait 2 jours et 2, 3 jours, déjà, tu manges comme ça tous les jours? Parce qu'en fait, je me reconnaissais exactement. J'étais comme ça avant. Quand j'étais vendeur dans ma voiture toute la journée, bah, je mangeais au moins 2 fois par jour dans les McDo. Mais en fait, je me suis dit, tiens, c'est un côté français de moi et que j'aime bien, en fait, maintenant. Je trouve que il est bien parce qu'en fait, on va plus vers la problématique pour l'attaquer. Ouais, alors ce que j'entends, c'est, tu vois, il y a aussi à quel point tes propos ils pouvaient être teintés de bienveillance. Parce que ce que j'entends, c'est je m'inquiète pour toi, t'es un ami, je m'inquiète pour toi. C'était plus comme l'invité, c'était plus, j'ai plus senti de la curiosité que du jugement. Et à mon avis, c'est très différent. Hein, et c'est très différent parce que si on était capable en fait de faire des remarques en fait sur le ton de la curiosité, ça serait jamais un problème. Tu vois, si on allait voir le médecin, que le médecin dit je suis curieux, tu es en train de prendre du poids, ça m'inquiète. C'est pas la même chose que quand on va voir un médecin et qui nous dit vous avez pris du poids, il faut faire quelque chose, hein, parce que là sinon ça va être la catastrophe. Parce qu'on sait que cette deuxième attitude, faire une remarque plutôt sous l'angle de la critique, ça augmente plutôt les problématiques de poids chez les patients. Par contre, ce que j'entends, c'est très différent. Ce que tu as fait, c'est moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait du cœur. C'est t'es mon ami, je m'inquiète pour toi, quoi. Je m'inquiète pour toi et je te le fais remarquer qu'il y a peut-être un problème dans ta manière de te nourrir. Et j'ai pas senti du tout du jugement. Je sais pas si c'était pareil pour toi, Fanny. Moi, j'ai vraiment senti quelque chose de très, très doux et bien intentionné, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Ça se sent dans la manière dont tu as dit voilà, ta phrase, dans la manière dont tu l'as tournée. Oui, oui, complètement. Ouais, effectivement, hein, je suis complètement d'accord avec toi, Florian. C'est vraiment l'intention qu'il y a derrière aussi hein, qui est essentielle quoi, dans la démarche. Oui, si on le fait pour critiquer ou casser la personne, c'est pas du tout de bienveillance. Vous avez parlé de l'image des femmes, et en fait, je trouve ça marrant. Un des autres raisons que je voulais faire ce podcast, c'est de parler au fait des hommes et en surpoids, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, ou de tout, parce qu'en gros, bah, on reste comme ça. On bouge pas. Mais aussi, on a démarré ce podcast sur l'idée de l'image. Et je trouve, j'ai du mal en ce moment de savoir à quoi je devrais ressembler, en fait. Donc là, j'ai 46 ans, je vais avoir 47 bientôt. J'ai envie d'être 100 kilos. Mais en fait, je devrais ressembler à qui? Est-ce que je devrais ressembler à The Rock, l'acteur Dwayne Johnson, un masse de muscles? Mais en fait, j'ai du mal parce que j'ai pas de tout de repères. Et maintenant, bon, j'ai vieilli et tout. Ça fait 20 ans que je suis en surpoids. Donc, j'ai aucune idée dans ma tête de quoi je devrais ressembler à 100 kilos. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que je crois que c'est encore, c'est pas négatif d'avoir ces préoccupations-là, c'est pas problématique en soi.
Et ça nous montre bien qu'en fait, notre cerveau, il est quand même beaucoup occupé à se poser des questions, à réfléchir, à comparer, à analyser, à essayer de trouver des normes. Et, et pour le meilleur et pour le pire, quoi. Pour le meilleur et pour le pire. Et quand notre cerveau fait ça, ça peut rendre les choses plus complexes aussi. C'est ce que je perçois, c'est à quoi je devrais ressembler. Et je ne sais pas si notre corps, on peut le faire rentrer dans un moule. Je ne sais pas si on peut lui donner la forme qu'on a envie exactement de lui donner. Je pense on peut prendre soin de lui, on peut agir, et ça c'est extrêmement important, agir pour le rendre plus souple, pour le rendre plus, peut-être le mieux le nourrir, le muscler, le détendre, on peut vraiment agir sur notre corps, mais est-ce qu'on a un contrôle absolu dessus? Je ne sais pas, je crois pas, et quelque part, bah, on va devoir composer avec cette incertitude. Après, la question toujours à se poser, c'est je peux avoir aussi des exigences, par exemple en termes de poids ou en termes de musculature, etc. Et ce n'est pas un problème d'avoir des exigences. Le seul problème, ça serait de devoir en fait rentrer dans la lutte pour y arriver, de déséquilibrer son équilibre là, de casser son équilibre personnel pour y arriver. Donc moi j'ai des patients qui ont des niveaux d'exigence très hauts envers leur corps et puis ils me disent mais moi je serais heureux que quand j'aurai les muscles de tel acteur là, de Vin Diesel ou je sais pas qui là. Ouais, mais si pour arriver à ça je suis obligé de sacrifier mon temps de repos, je suis obligé de sacrifier mon temps de famille, je suis obligé de sacrifier le plaisir que j'ai à me nourrir, bah, qu'est-ce qui reste dans la vie quoi? Parce que ma vie elle fonctionne quoi. Donc j'apporte pas une réponse peut-être très simple à ta question, c'est de se dire, bah ouais, déjà, il y a notre mental qui est vraiment très occupé à se définir des normes, plutôt que d'essayer de vivre avec notre corps et de le ressentir, parce que c'est encore très mental, c'est encore comme si on était dans le futur, quoi, ce que je perçois. Tu vois, c'est comme si, quel devrait être mon corps dans le futur, plutôt que, tiens, comment je peux déjà être avec mon corps dans le présent. Et puis après, c'est de se dire, bah, peu importe comment j'agis sur mon corps, l'important, c'est que ça ne vienne pas altérer, finalement, ma vitalité. Parce que moi, je pense qu'effectivement, le but du soin, d'une manière générale, c'est de permettre au vivant d'être en équilibre, quoi. C'est d'aller animer le vivant, c'est de mettre en route le vivant, quoi. Tout à l'heure, enfin, au tout début, hein, donc en off, tu as évoqué quelque chose que j'ai vraiment trouvé très intéressant, c'était différencier, avoir un problème de poids ou avoir un problème avec son poids. Et si tu peux nous en dire un tout petit peu plus, parce que vraiment, je trouve que c'est une notion qui est hyper importante en termes de prise de conscience. Ouais, alors pour moi, c'est vraiment important de faire cette différence-là. Quelque part, avoir un problème de poids, c'est avoir un problème médical avec son poids. Là, c'est le poids en excès, médicalement, ça crée des complications. Ça abîme, ça fait vieillir prématurément, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, ça baisse la qualité de vie, etc. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc ça, c'est avoir un problème de poids. Puis avoir un problème avec son poids, c'est plutôt le problème de la relation qu'on a avec son poids. Alors, comment je me sens avec mon poids? Et c'est plutôt quelque chose qui est du domaine de la relation et des émotions. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que certaines personnes vont avoir des problèmes de poids sans avoir de problème avec leur poids. J'ai pris l'exemple j'ai un patient candidat à la chirurgie bariatrique qui fait 140 kilos. Et lui, typiquement, il me dit, mais moi, je m'adore, je me trouve très beau comme je suis, je m'aime beaucoup. Je me fais opérer parce que ma santé est en train de se dégrader. Donc lui, il a clairement un problème de poids, mais il n'a pas du tout de problème avec son poids. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir les deux, qui vont avoir des problèmes de poids et des problèmes avec leur poids. Donc, qui ont du surpoids et qui souffrent d'obésité, qui le vivent mal, clairement, qui ont du mal à vivre avec ça. Puis il y a des personnes, et il y en a beaucoup, 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 qui n'ont pas de problème de poids. C'est-à-dire que médicalement, ils n'ont pas de problème de poids. Par contre, ils ont un problème très fort avec leur poids. Et on voit à quel point ça peut être source de souffrance. On en a tous les jours dans nos cabinets des personnes qui viennent et qui nous disent bah, je fais 63 kilos, je pourrais être heureuse que quand j'en ferai 59. Et qui, du coup, c'est vraiment un travail de relation. Et d'ailleurs, si on n'a pas compris ça, et que le soin, par exemple, d'un diététicien consiste chez une personne qui a un problème avec son poids à travailler comme si elle avait un problème de poids, on passe à côté de l'essentiel parce que finalement, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose parce que même quand elle fera 59 kilos, elle sera tellement préoccupée par l'idée d'en reprendre ou elle sera toujours coincée dans ce problème avec son poids. Et c'est là, je crois, que le travail est vraiment important, c'est de travailler cette relation qu'on a avec notre image autour de ces trois axes que j'évoquais, hein, se reconnecter, agir pour le corps, non pas agir pour le poids.
D'ailleurs, c'est important. Moi, j'aime bien toujours différencier agir pour le corps d'agir pour le poids et se libérer. Et c'est pour ça que je ne suis pas non plus un grand adepte non plus par exemple, des trucs body positive où tout le monde devrait être beau et tout le monde. Parce qu'il y a quand même une réalité médicale autour du poids. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout Hmm. genre, si on fait 120 kilos et qu'on est heureux, tant mieux. Ou si on fait 130 kilos, on est heureux, tant mieux. Je pense qu'il y a vraiment des raisons médicales de se soigner, d'être dans un soin qui va permettre à ce poids de diminuer, y compris des soins chirurgicaux quand c'est nécessaire. Et je ne suis pas du tout non plus dans cet extrémisme des body positive où que tout le monde devrait être beau, où tout le monde devrait. Voilà, il y a des mouvements, notamment en Amérique du Nord, où quelque part on revendique le droit à l'obésité, voire même on en est fier. Mais ça sera un petit peu comme si on était fier d'être diabétique. C'est pas, à mon avis, il faut quand même voir ça sous l'angle de la pathologie. Et nous, notre travail, c'est d'agir sur les deux axes, la relation, le problème de poids et le problème avec le poids, et d'améliorer les deux quelque part. Je pense qu'avant, vous avez parlé de ces deux côtés. Il y a un côté physique, c'est OK, entretien de la machine, on va dire. De qu'est-ce que j'ai mis dedans et comment je le brûle et quels sont les sports que j'ai fait et tout ça. Et après, il y a le côté mental. C'est plutôt le logiciel qui gère la machine, je dirais. Et avec Fanny, c'était intéressant parce qu'elle m'a bien aidé dans le sens de comprendre que en fait, mon corps n'est pas mon ennemi. Bien, et ça, c'est déjà une très bonne étape, je trouve. Mais pendant ce chemin-là, je me suis rendu compte que mon cerveau n'est pas toujours mon pote non plus, hein. Il est pas toujours très sympa, mon cerveau. Et j'imagine le côté d'acceptation, il est très important dans cette zone-là. Ouais, déjà, ce que j'entends, c'est que tu as été accompagné par une super pro, et c'est chouette. Et ce que j'entends aussi, c'est ben ouais, effectivement, notre cerveau, il n'est pas toujours très cool, hein. Si on devait faire le tri de nos pensées, d'ailleurs, si on s'amusait à trier un peu les pensées, en gros, on a trois types de pensées. On a des pensées sur nous, on a des pensées sur les autres et des pensées sur le monde. Mais si on s'intéressait juste aux pensées sur nous, on en a, en tout, dans les pensées, on en a 40 à 60 000 par jour, hein. C'est quand même énorme, ça n'arrête jamais là-haut, ça mouline en permanence, c'est jamais silencieux. Même des fois, dans mes cours de yoga, j'ai ma prof de yoga qui dit ça, c'est la posture où le mental s'arrête totalement. Et dans cette posture-là, j'arrive juste à avoir la pensée que j'ai pas de pensée. Donc, c'est déjà une pensée. En gros, 40 à 160 000 fois par jour, notre cerveau, il a quelque chose à dire. Et si on regarde les pensées qui nous concernent, 2 tiers des pensées qui nous concernent, en fait, sont plutôt des jugements plutôt négatifs. T'es pas assez, t'es trop, t'aurais pu faire mieux, pourquoi t'as pas fait ça? Et donc, ça, c'est important aussi de comprendre que c'est normal et que la liberté, pour moi, c'est ne pas être l'esclave de ça. Ça ne veut pas dire ne plus avoir ces pensées-là, mais de ne pas en être l'esclave. Pas en être l'esclave, parce que si on est l'esclave de ça, généralement, notre vie, elle marche au ralenti, quoi. Si je suis l'esclave, voilà, par exemple, si j'ai une difficulté, que je me juge durement, bah, je peux me dire, je me juge, mais je ne suis pas obligé d'être l'esclave de ce jugement. Je peux passer outre pour pouvoir garder le cap. Interesting. J'aimerais bien trouver un exemple de ça pour Ouais. moi. Donc récemment, j'étais à Paris pour un rendez-vous et en fait, j'ai pris un gros coup de marteau. J'ai pris des informations assez négatives et en fait, c'était marrant parce que tout de suite après, j'étais dans le train, j'ai acheté un gros paquet d'M&M's, vous connaissez bien le gros paquet d'M&M's, hein, et mais j'ai bouffé tout dans le train. Et en fait, c'était la première fois où je me suis rendu compte que, tiens, il y a un lien entre mes émotions et la nourriture. Parce qu'avant, je disais non, je mange jamais de trucs sucrés, c'est pas mon truc, le dessert, bof. Et en fait, et là, j'ai pu mettre la relation directe entre bad news, bad food. C'était instantané. Et c'était ce qui était intéressant dans le processus, c'est que je pense que je suis revenu, je t'en ai parlé, mais ce qui est intéressant dans le processus, c'est que je me suis pas jugé là-dessus. J'ai juste dit, bah tiens, c'est drôle, c'est que bad news, bad food, ok, bah en fait, c'est un vrai truc, en fait, finalement. Ouais, ouais, alors c'est intéressant parce que nous, les êtres humains, on en parle depuis tout à l'heure, on vit souvent des expériences qui sont pas super cool et qu'on n'aime pas ressentir. Et notre cerveau des émotions, notre cerveau un peu archaïque, il essaie de trouver des stratégies pour nous débarrasser de ces moments un peu désagréables. Et ces stratégies, on les connaît tous. On voit bien que quand ça ne va pas, on essaie de trouver des stratégies qui, certaines peuvent être très cool, mais d'autres sont des pièges, comme aller fumer du tabac ou du cannabis, ou boire un peu trop d'alcool, ou s'occuper l'esprit sur Facebook, ou manger des M&M's, ou ce genre de trucs-là. Et le pire, c'est que ça marche plutôt bien, parce que pendant qu'on est en train de manger, notamment un aliment qui apporte du sucre, du croustillant, et ben en fait, tout de suite, on a un état d'apaisement.
C'est un petit peu comme si je suis anxieux puis que je bois de l'alcool, je vais avoir un état d'apaisement. Mais ça, c'est pas hyper fonctionnel parce que ça risque de revenir. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce témoignage, c'est j'ai pas rajouté la couche de jugement. Je suis pas allé rajouter encore une couche supplémentaire de douleur. Je me suis cassé la gueule, ça fait déjà assez mal. J'ai pas besoin qu'on mette une paire de claques parce que je suis tombé de vélo, quoi. Et ça, c'est de se dire, hey, ça arrive, quoi. Ça arrive, et puis de rester constructif, se dire, ouais, je commence à faire un lien entre mes émotions, mon comportement alimentaire, et j'ai pas rajouté cette couche de jugement. Et ça, c'est extrêmement important parce que souvent, ce qui vient mettre le bazar, en fait, c'est pas nos difficultés, c'est tous les commentaires et les jugements qu'on vient rajouter dessus. Quand on se casse la figure, tu vois, je prends l'exemple d'un enfant qui apprend à faire du vélo et on enlève les roulettes et puis premier virage, il se casse la figure et il s'égratine le genou. Il n'y a pas besoin qu'on aille lui mettre une paire de claques. Il a juste besoin qu'on l'aide à se relever et puis peut-être qu'on l'aide à panser ses plaies et qu'on lui fasse peut-être un petit câlin pour que ça reparte, quoi. Et j'entends cette bienveillance là envers soi dans ses propos, hein. Bravo, TK. Ça progresse. Bon, j'ai passé un très très bon moment, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup Florian d'être là avec nous. Où est-ce que nos écouteurs peuvent avoir plus d'informations? Alors, j'ai un site internet et qui est plus à destination des professionnels, qui est le site diététiquecomportemental.com. Donc là, pour les professionnels éventuellement qui écoutent ce podcast, vous retrouvez toute l'offre de formation qu'on propose au centre de formation. J'ai un compte Instagram, Florian Safer officiel. Je ne suis pas hyper présent sur Instagram et j'ai ce petit compte. Et après, je suis aussi sur Facebook avec un compte pro. Fanny posait la question par rapport à mon activité de consultation. Malheureusement, moi, je ne prends pas de nouveaux patients, mais le message que je veux faire passer, c'est que si vous vous sentez en difficulté avec votre assiette, avec votre image corporelle, n'hésitez pas à aller consulter des gens qui vont pouvoir aussi vous apporter cette aide. Voilà, des gens comme Fanny, il y en a plein, voilà, il y en a de plus en plus, des gens qui sont dans cette mouvance quelque part. Donc, c'est un petit message que je voulais faire passer, c'est que vous n'êtes pas seul, il y a des pros compétents aussi pour vous accompagner. Bah, parfait. Bon, Fanny, on a beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la petite graine? Oh bah alors la petite graine, là, il n'y a pas d'hésitation. Je vais juste répéter ce que Florian nous a dit tout à l'heure parce que vraiment, je crois que ça va faire ma journée, voire plus. Donc, que la vie est une expérience à vivre et pas un problème à résoudre. Voilà, laissons cette phrase en suspens et voyons ce que ça produit, quoi. Elle est géniale. Bah, parfait. Florian, normalement, on finit tout épisode avec un petit conseil musical. Est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller? Moi, j'aimerais bien vous faire découvrir, ou redécouvrir pour les amateurs de jazz, Blue Train de John Coltrane, qui est voilà, un truc donc j'aime bien écouter pour vivre des émotions. On a beaucoup parlé d'émotions. Et là, on va aller un peu sur le domaine du jazz avec un truc qui est juste un morceau magnifique. Bah, parfait. Merci beaucoup. Oui, merci Florian. Merci pour l'invitation, merci pour ce moment. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.